Bonjour. On a vu la structure d'un programme C et les principales structures de commande. On va parler maintenant des types de données, 8, 16, 32 bits, et qui s'appliquent aux variables et aux tableaux. Revenons d'abord à la structure du microcontrôleur. Donc on a vu le bus 8 bits, l'unité arithmétique, les registres, et si on a une structure 8 bits, on peut très bien, au niveau des variables, prendre plusieurs mots successifs pour avoir par exemple 32 bits, et au niveau du calcul, couper le mot 32 bits en tranches, et puis faire plusieurs opérations successives pour une opération 32 bits. Alors évidemment, actuellement, les transistors se sont miniaturisés et on parle de processeurs 16 et 32 bits. Le bus est plus large, les registres sont plus longs, l'unité arithmétique est à la bonne largeur, les variables aussi. Et si maintenant on veut travailler avec 8 bits, on va utiliser une partie des variables et des mémoires. Et vu du C, cela ne nous concerne pas. Simplement, le compilateur aura plus de travail pour couper les mots en morceaux ou ignorer certaines parties de l'information. Donc on va travailler fonctionnellement avec des types de données. Le plus simple, c'est un type 1 bit, vrai, faux. C'est celui qu'on trouve dans des comparaisons, qu'on appelle le type booléen, qui évidemment, étant donné qu'on n'a pas des bascules qui traînent un peu partout dans le processeur, on a des mots binaires. Les variables booléennes, que l'on déclarera jamais en fait, sont représentées sous forme d'un 0 pour faux, et puis d'un différent de 0 pour vrai. En général, on prend la valeur 1, mais des opérations peuvent très bien conduire à des valeurs différentes qui seront considérées comme vraies. Alors, pour les calculs, la représentation de l'information, on utilise le mot byte, 8 bits, on l'a déjà vu, une valeur entre 0 et 255, que l'on peut représenter sous forme d'un cercle. Si on incrémente et qu'on déborde, on recommence, ça vous avez vu. Et puis maintenant, au niveau des applications, on va déclarer le type byte. Là, je veux clignoter un certain nombre de fois. Et je vais faire une boucle for dans laquelle il me faudra un compteur, la variable i. Et tant que je n'ai pas atteint mon nombre de clignotements, je vais faire mon petit clignotement ici et incrémenter le compteur pour cette condition. Alors le type char a été défini historiquement pour représenter des caractères qui sont entre 0 et 127. Et pour une raison surprenante qui peut dépendre encore du compilateur, il est considéré comme signé. C'est parfois prudent d'écrire sign char, et puis pour un byte, unsigned char. Donc voilà, alors la représentation peut se faire aussi sur un cercle, avec les nombres négatifs qui sont sur cette moitié du cercle. Et c'est au niveau de la transition ici que l'additionneur pourra signaler des erreurs, mais votre programme, sauf programmation assez astucieuse, ne se préoccupe pas du tout de ce genre de dépassement de capacité qui sont très difficiles à bien gérer. Alors, un petit quiz pour voir si vous avez bien compris. Je définis un quart SS, donc un nombre 8 bits signé qui vaut 200, un nombre 8 bits non signé qui vaut 200 également, et je me trouve dans une instruction avec un if, est-ce que SS est identique à BB, est-ce que cette expression est vraie ou fausse? Alors voilà les réponses possibles, réfléchissez un instant. Alors, si vous avez répondu Not Accepted, je serai assez satisfait puisque
On a défini ici un SS égale 200, qui est en fait sur le cercle des nombres arithmétiques 8 bits. Le processeur ne voit que des bits et des nombres, donc le 200 va se trouver à peu près par là. Et puis, dans cette partie-là, on a des nombres négatifs. Ça correspond en fait à moins 57. Donc, un bon compilateur devrait vous poser la question, est-ce que vous avez bien compris ce que c'était un nombre signé? Puisque ici, vous avez écrit une valeur qui n'est pas une valeur positive. Elles sont limitées à 127, comme on l'a vu. Alors en fait, le compilateur s'en fiche et on a le choix de savoir si c'est vrai ou faux. Alors, on doit comparer cette valeur moins 57 avec la valeur 200. Si on représente ça sur un axe, eh bien vous avez 0, 200. Et puis, ça semblerait assez logique de dire, il y a ici jusqu'à moins 128. Et on va trouver ici le 57. Alors là, c'est évident que 200 est supérieur à moins 57 et qui sont différents. Alors, est-ce que vraiment le compilateur raisonne comme moi? Je suis prudent. Je n'ai pas lu les 600 pages des spécifications du C. Donc, je vais préférer écrire un petit programme et puis mettre derrière cette instruction if, allumer la LED si c'est vrai, éteindre une LED si c'est faux, et je pourrais être sûr que mon interprétation est correcte. Donc ça, c'est une technique qu'il faut toujours utiliser, écrire des petits programmes pour vérifier qu'on a bien compris. Vous avez naturellement les types 16 bits et 32 bits qui s'appellent word, int. Alors le int est abondamment utilisé dans Arduino parce qu'on ne veut pas expliquer trop de choses et puis c'est le type passe-partout. En général, on travaille avec des démos qui sont relativement courts, donc on ne voit pas la différence entre entier positif et entier signé, tant que ce bit n'est pas touché. Vous avez les langues qui sont signées et qu'il faut appeler unsigned long quand vous voulez récupérer ces derniers bits. Et comme petit exemple de l'utilisation assez rare du long, vous avez une primitive d'Arduino, c'est pas du C, c'est les compilateurs Arduino et compatibles qui ont rajouté un petit programme qui utilise une ressource interne du processeur pour calculer le temps à partir du reset. Donc au moment où vous lâchez le processeur, vous avez la valeur 0, et ensuite ça incrémente de 1 toutes les millisecondes, et vous pouvez mesurer le temps écoulé. Donc là, on utilise ça assez souvent comme vous le faites quand vous partez en voiture. Vous regardez l'heure du départ, vous regardez l'heure d'arrivée, et puis le temps de parcours qui vous intéresse, c'est une bête différence. Donc il nous faudra définir dans le type long le temps précédent, le temps de départ, et puis on va calculer le temps écoulé avec une soustraction. Donc on va mémoriser le temps actuel, on a déjà mémorisé le temps précédent, on fait la différence, et si maintenant on continue le voyage et qu'on veut de nouveau connaître le temps, on remémorise le temps actuel dans la variable. Alors vous me direz, tiens, on pourrait économiser une variable parce que je peux faire ma soustraction en regardant ma montre plutôt que d'avoir déjà copié l'heure sur un bout de papier ou dans ma mémoire. Donc on pourrait écrire directement milli moins previous time et puis réinitialiser le nouveau temps avec milli. Alors ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que entre ces deux instructions, le temps n'est pas le même, puisqu'il a fallu exécuter un certain nombre d'instructions pour analyser cette ligne et commencer en analysant un certain nombre avant de transférer le temps. Donc ça,
Ça peut être 10, 20 instructions du processeur, donc 5, 10 microsecondes, qu'on peut considérer comme tout à fait négligeables. Mais attention, si vous avez autorisé les interruptions, et c'est ça qui arrivera dans des applications intéressantes, vous pouvez avoir une interruption qui surgit entre ces deux instructions. Et c'est comme avec votre PC, ben, tout à coup le clavier est mort parce qu'il y a des interruptions qui font qu'on ne s'occupe plus de votre programme principal. Donc dans ce cas-là, ben, évidemment, si vous avez plusieurs millisecondes, voire des secondes d'attente, ça va complètement fausser les mesures de temps, alors qu'ici on a fait une photographie précise à un instant et puis on a copié la variable. Bien, parlons un petit peu des tableaux de variables. Alors, une variable, on vient de le voir, on peut la déclarer avec son point-virgule à la fin, et puis on peut lui assigner une valeur qui sera valable au début du programme, qui peut être transformée par la suite, puisque si j'écris dans le programme var2 égale 33, eh bien j'ai réinitialisé cette variable à une nouvelle valeur. Alors maintenant, c'est assez pratique d'avoir des tableaux de variables, de ne pas devoir numéroter variable 1, 2, 3 alors que ça va ensemble. Donc si on écrit tableau crochet 4, eh bien vous réservez 4 fois 16 bits signés et c'est déclaré. Et vous pouvez donner des valeurs à ces 4 mots de 16 bits et le compilateur est assez intelligent pour compter et puis mémoriser qu'il y a la valeur 4 ici dans cet index. On parle d'indexage dans un tableau. Et maintenant, je peux, en écrivant xx égale tableau crochet 2, je peux aller chercher le deuxième élément, mais souvenez-vous qu'on compte toujours en binaire à partir de 0. Donc, je vais récupérer la valeur 33. Et puis maintenant, je peux aussi assigner une valeur dans mon tableau, écrire tableau 4 égale 15. Qu'est-ce qui va se passer là? Ben, mon 4, vous remarquez qu'il est en dehors du tableau. Le compilateur C va en général ne rien dire du tout. Il va aller mettre dans la position mémoire suivante la valeur 15. Il va peut-être écraser une variable que vous utilisez dans le programme et ça sera une merveilleuse plantée. Donc ce n'est pas conseillé de le faire, mais c'est facile à surveiller. Application pour un tableau, on veut jouer quelques notes et puis on va mettre ces notes dans un tableau pour dire ben, si je veux un Ré, ben, la fréquence est de 247 Hz. Alors en fait, ce qu'on devra programmer, c'est une période, puisqu'il faudra attirer le haut-parleur, la membrane du haut-parleur, la relâcher, et faire ça avec une période que l'on peut déterminer à partir de la fréquence. Alors, devoir chaque fois calculer cette période est absurde, même si le temps était raisonnable. Il nous faut faire un tableau, autant mettre dans ce tableau directement les périodes. Et on a donné un nom explicite, les périodes des notes Do, Ré, Mi, Fa, qui vont se trouver dans les positions 0, 1, 2, 3. Donc maintenant, je peux définir mon tableau en disant, c'est un nombre entier, période note, j'ai 4 notes que j'ai calculées, et puis je peux maintenant faire une boucle for, puisqu'il faudra que je répète beaucoup de fois cette période qui dure 4 microsecondes, 4 millisecondes, pardon, là mon tableau est en microsecondes, pour avoir une note que l'on peut entendre pendant une seconde ou moins. Donc on va faire un compteur qui va travailler avec la demi-période et puis pour changer l'état du haut-parleur. Alors de nouveau, il y a deux choses qui devraient vous choquer. Il y a le petit point-virgule, ça c'est traditionnel. Et puis il y a surtout ce 1 qui est là, alors que ce que je voudrais, c'est avoir quelque chose, un nom explicite qui me dit de quoi il s'agit.
Donc ça, c'est facile de faire un define et puis de dire define ré 1. Et il y a une facilité d'Arduino, du C, qui est une énumération. Le nom n'est pas essentiel, mais j'ai mon énumération ici. J'ai donné une équivalence entre des noms que je comprends et des numéros d'ordre que mon processeur va comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai écrit do O? C'est à cause du do while, hein, c'est un mot réservé par le C, et vous le voyez à l'éditeur, il est coloré alors que les noms que vous définissez vous-même ne sont pas colorés. Donc si vous définissez, si vous mettez do là-dedans, vous aurez un message d'erreur naturellement. Bien, autre application qui est souvent documentée sur Internet, vous voulez allumer un affichage, 7 segments, c'est le nom habituel de ces segments. Et là, vous trouvez comme exemple de programmation, il faut commencer par dire que les pins sur lesquels le processeur est câblé sont sortis. Alors, les pins 2, 3, 4 jusqu'à 9 dans l'ordre sont utilisés et sont programmés en sortie. Et puis là, je ne me souviens plus du commentaire qu'il y avait avant, mais je devine que le A est câblé sur la pin 2, le B sur la pin 3, ça semblerait assez logique. Et évidemment, je préférais que ça soit documenté un petit peu mieux, qu'on dise define segment A sur la pin 2, segment B sur la pin 3, comme ça on sait exactement ce qui a été câblé. Et maintenant, puisqu'on vient de parler des tableaux de données, là ça me fait vraiment penser à un tableau. Et puis je vais le définir en disant, c'est mes numéros de pin, segment A, segment B, segment 3. Donc j'ai défini ici 2, 3, 4, mais je reconnais de quoi il s'agit. Ça me fait un tableau de 7. Et puis maintenant, je peux écrire une boucle for en disant, je pars avec i égale 0, et j'écris pin mode, pin de 0 output. Pin de 0, ça veut dire que je vais chercher dans ce tableau le segment A, qui a été défini comme étant la pin numéro 2. Donc j'exécute exactement cette instruction avec pin mode, pin crochet 0, output. Et puis évidemment, avec la boucle for, je prends 1, je prends 2, je prends 3. L'ordre, les numéros de pin n'ont pas du tout besoin d'être dans un ordre croissant. J'ai défini ici mes pins qui peuvent être absolument quelconques. Donc voilà une écriture qui est beaucoup plus élégante. Et on peut aller plus loin. Parce que j'ai défini mes pins, je peux définir le digit 7 comme étant un tableau. Dans ce tableau, j'ai A, B, C qui sont actifs, allumés. Ça ne veut pas dire que je vais mettre un 5 volts ou un 0 volts, c'est un autre niveau qu'on réfléchira à ça. Et puis, j'ai ensuite là des segments qui sont éteints. Et puis maintenant, pour allumer ce digit, je peux faire une petite boucle for, où au lieu de faire du pin mode comme tout à l'heure, je vais faire un digital write pour dire, dans la pin numéro 0 par exemple, je vais mettre l'état du segment 0. Donc on retrouve le i ici, mais une fois on prend dans un tableau, une fois dans l'autre. Alors maintenant, accrochez vos ceintures, parce que je vais définir un tableau bidimensionnel. J'ai 10 digits à représenter, et dans chaque digit, j'ai 8 bits. Donc voilà mon tableau, vous reconnaissez le 7, il est là. Là, je l'ai défini comme un seul élément, mais maintenant, je peux l'indexer, et puis je pourrais venir, avec un programme adéquat, sélectionner le 7, qui sera une variable qui vaut 7, et puis balayer pour afficher.
Donc là, j'ai fait un petit programme qui affiche les chiffres dans l'ordre. For, ça sera le compteur de chiffres. On termine par un délai d'une seconde. Comme ça, on verra 0, 1, 2, 3 affichés pendant une seconde. Et puis, on a une deuxième for boucle à l'intérieur qui va balayer les segments ici pour les mettre à 1 ou à 0. Et ça, c'est le digital write qui agit sur des bits. Il y a d'autres façons d'agir sur des bits, on les verra, qui sont compatibles avec le C, ça c'est compatible avec Arduino. Mais ça nous donne une écriture assez élégante dans le fond, où on va balayer la bonne ligne du tableau. Et étant donné qu'on a une deuxième boucle for, on va afficher tous les chiffres successifs. Il y a apparemment une petite erreur qui est, vous reconnaissez, c'est qu'ici j'ai oublié qu'il y avait 10 chiffres, de 0 jusqu'à 9, donc il faut que je mette un 10 ici. Je reviens sur cette table qui permet d'afficher les digits des chiffres de 0 à 9. Vous n'avez peut-être pas réalisé que cette séquence de 1 et de 0, ce ne sont pas des bits, mais ce sont des bytes, des mots de 8 bits. Donc cette table prend 8 fois 10 positions en mémoire, 80 bytes, et si sans réfléchir, vous écrivez int ici, eh bien vous aurez 160 bytes utilisés en mémoire. Donc c'est clair qu'on va éviter de programmer comme cela. On verra comment supprimer en fait les virgules, avoir un seul mot de 8 bits pour chaque digit, appliquer ces bits directement sur les segments et être beaucoup plus efficace. Alors encore une chose, en écrivant byte digit ou int digit, vous réservez de la place en mémoire variable. Si vous précisez const, eh bien, vous allez définir des constantes, et c'est clair qu'on ne va pas s'amuser à modifier des segments pendant l'exécution. Donc, en écrivant const, cette information va passer dans l'espace programme, qui a 10 fois plus de place que l'espace des variables, et c'est la façon la plus efficace de procéder, déclarer const toutes les fois que vous avez des constantes. Donc vous voyez que le C permet des écritures qui sont tout à fait compactes et intéressantes, et puis c'est ce que l'on va continuer à découvrir en interagissant avec différents types de matériel.